Il se trouve que j'ai été la première noire à être dans une chaîne info. J'en ai rien à cirer, moi, d'être la première noire, d'être dans une chaîne info. Europe 1, 16h, 18h. On marchait sur la tête. Cyril Hanouna. Moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon, vous en avez sorti une de ses sorties récentes, et vous aurez pu en sortir d'autres, essaye d'être au centre de l'attention médiatique. C'est votre caillou dans votre chaussure. Hein. Vous savez, dans ma circonscription, Manon Brie, elle fait moins de 2%, si vous voulez. Donc, ils ont une certaine opinion de qui est Jean-Luc Mélenchon. Non, mais on a l'impression que tout le monde veut s'en débarrasser. Non, mais en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'à la limite, il parle en son nom. Je veux dire, je pense que l'ensemble des chefs de parti du Front Populaire, pour le coup, du nouveau Front Populaire, ont été assez clairs. La personne qui sera Premier ministre si le Front Populaire devient majoritaire sera une personne plus consensuelle. Vous êtes pour Fabien Roussel, vous ? Ah, mais moi, je pense que Fabien Roussel pourrait l'être comme d'autres. Mais Fabien Roussel, en effet, Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'il est un peu plus consensuel. Mais de toute façon, il faudra une personne consensuelle. Non, franchement, plus sérieusement, selon vous, la situation économique de la France est dramatique. Non, mais je vais être très honnête. Moi, ça fait 30 ans de carrière. Je crois que je n'ai jamais été aussi inquiet sur l'avenir de l'économie française. C'est pas pour faire peur que je dis ça. Vous faites un peu peur quand même. Il faut dire les choses. Je vais vous dire, non, parce que on a connu, par exemple, le 11 septembre 2001, la faillite de Lehman Brothers, même le coronavirus. Mais à chaque fois, on avait les moyens de relancer la machine. On a fait une relance budgétaire, on a augmenté la dette publique, on a fait la planche à billets, etc. Là, on a tout utilisé. Donc si demain, effectivement, on continue d'augmenter le déficit public, eh bien là, on va avoir une sanction très très grave. Et ça commence déjà depuis quelques jours. Les taux d'intérêt que paye l'État français sur sa dette sont en train d'augmenter. Alors on se dit, oui, c'est l'État français. Mais non, parce que ça nous concerne aussi. Parce que nous aussi, si les taux d'intérêt et la dette publique augmentent, tous nos crédits, les taux d'intérêt vont également augmenter. Donc ça va casser la consommation, qui est déjà pas très bonne. Ça va casser l'investissement. Ça risque de faire une récession, et après le chômage qui augmente, et là c'est le scénario catastrophe, c'est-à-dire ça fait encore augmenter le déficit, donc une augmentation de la dette, des taux d'intérêt. Vous voyez, c'est une sorte de cercle vicieux qui est très dangereux. Donc c'est pourquoi alors j'espère pas, bien entendu. À court terme et long terme, les deux ? Alors surtout les taux d'intérêt à long terme, effectivement, mais aujourd'hui les taux d'intérêt à court terme sont supérieurs aux taux d'intérêt à long terme. Donc tout le monde ne va rien gagner, quoi qu'il arrive. Et pour être clair, c'est que même la Banque centrale européenne, elle pourra un petit peu agir au départ, mais elle ne pourra pas faire comme elle a fait après le coronavirus. Donc on va prendre ça de plein fouet. Et malheureusement, le dindon de la farce, ça sera qui ? Ça sera comme d'habitude, le contribuable, le français, effectivement. Et ça sera pas le riche, parce que le riche, lui, il est déjà parti. Parce que je veux dire que quand le Front Populaire dit oui, on va taper les riches, etc. Ils sont déjà partis. Ils sont déjà partis. Donc qui va être tapé ? C'est pas compliqué, c'est la classe moyenne. Exactement. Ce sont les épargnants. Et c'est vrai qu'il faut être prudent de ce point de vue-là, parce que comme on n'a jamais eu autant d'impôts et de taxes et de cotisations en France. On est numéro 1 dans le monde. En du compte, Cyril. C'est le seul truc, on est numéro 1. Voilà, c'est pas le seul, c'est très bon sur la dette publique. Mais sur les impôts et les taxes au sens large, on est à 48% de notre richesse. Il n'y a pas un pays dans le monde qui fait plus que nous. Vous dites, Sacha, que pour vous, il y a un racisme anti-blanc qui existe. Évidemment, mais il a tendance à être banalisé, ce racisme anti-blanc. Il a tendance à être banalisé parce que c'est pas celui qui est mis en avant par ceux qui gueulent le plus. Ceux qui gueulent le plus à la France insoumise, qui taxerait celui qui sortira un drapeau français de facho. C'est comme ça, aujourd'hui, on n'a plus cette fierté d'être français. Vous parliez hier du manque d'attractivité à propos de l'euro. L'euro, c'est vrai que c'est les premiers matchs, donc c'est un peu encore l'échauffement. Mais c'est aussi, est-ce qu'il y a ce sentiment de fierté encore d'être français ? Parce que d'un côté, il y a ceux qui ne portent pas le drapeau français, et il y a ceux qui ont aujourd'hui honte d'être français. Parce que ceux qui sont alliés dans ce Front populaire, ce sont ceux qui se disent la France a vendu ses juifs une première fois, elle est capable de le faire une deuxième fois aujourd'hui. Gilles Verdez, on parlait de racisme anti-blanc, notamment avec Sacha, notre auditeur sur Europe 1. Vous pensez qu'il n'y a pas de racisme anti-blanc ? Alors, je ne suis pas le seul à le penser. C'est une vérité scientifique. Ça n'existe pas. Non, mais le racisme anti-blanc n'existe. Toutes les sciences sociales, tous les historiens, tous les chercheurs. Mais pourquoi ? Cyril, je vous le dis, le racisme anti-blanc ne peut pas exister. Il ne peut pas exister un racisme envers. Vous voyez bien ce qui se passe. Oui, je vais vous expliquer. Il y a des agressions contre les blancs. D'accord. Comme c'est pas du racisme. Il y a des attaques contre les blancs, ça ne peut pas être du racisme. Il ne peut pas y avoir un racisme contre le peuple ou la race dominante, ça ne peut pas être un racisme systémique. Le peuple qui a colonisé, oppressé, ne peut pas être victime de racisme, c'est une vérité que toutes les sciences sociales... Pourquoi il y a des attaques anti-blancs ? Pourquoi il y a des... ça existe tout à fait. Il y a même des rixes qui sont organisés contre des blancs. Oui, mais un racisme, c'est systémique, c'est parce qu'on est blanc. On n'est pas là. Ça n'existe pas, le racisme. De leçons. C'est le même décalage qu'on voit dans les yeux. Qui sont dans leur tour d'ivoire et qui ont, je vous le dis, aujourd'hui, pourquoi le succès de C8, de CNews, d'Europe 1 aujourd'hui, qui cartonne de plus en plus, dérange ?
parce que ces gens-là n'ont plus la main. C'est-à-dire que ceux qui nous sont donné des leçons pendant des années et des années, qui disaient aux Français ce film est bien, ce film n'est pas bien, cette émission est bien, cette émission n'est pas bien, cet homme politique est bien, cet homme politique n'est pas bien, qui ont fait la pluie et le beau temps pendant des années parce qu'ils étaient extrêmement protégés et qu'il n'y avait pas de contre-pouvoir, même médiatique, et bien aujourd'hui, ils se disent on est en train de perdre la main, donc ils font tout et n'importe quoi. Aujourd'hui on le voit, moi j'ai des articles tous les jours dans Libération, tous les jours dans Télérama, tous les jours dans Le Monde, et ils sont en train de voir qu'ils sont en train de perdre la main et que les Français, en fait, tout ce qu'ils peuvent dire aux Français, les Français ne les écoutent plus. Les Français, en fait, ils n'ont plus aucun impact sur les Français. Et ils voient qu'aujourd'hui, une chaîne comme CNews, une chaîne comme C8, une radio comme Europe 1, et bien aujourd'hui, les Français, aujourd'hui, ils adhèrent. Ils adhèrent parce qu'ils ont l'impression qu'on leur dit les choses. On n'est pas partisans, ni pour un parti, ni pour l'autre. On dit juste des choses qu'on n'entend pas ailleurs. Et je pense que c'est ça aussi qui fait le succès de CNews, d'Europe 1, de C8, et qui fait votre succès, Christine, et qui dérange ces journalistes. Il les dérange. Vous savez pourquoi vous les dérangez ? Parce qu'ils ne vous contrôlent pas, ils ne vous contrôlent plus. Ils veulent tout contrôler, ils veulent contrôler la parole de tous les journalistes. Le récit. Et c'est un truc de fou. Et je vous le dis, quand vous dites envoyé spécial, c'est toujours les mêmes donneurs de leçons, et ils sont en train de perdre la main, on le voit bien. On le voit bien, complément d'enquête, cette année, on voit bien qu'ils ont perdu la main. C'est quoi leurs 2 meilleures audiences à complément d'enquête, leurs 3 meilleures audiences? Hanouna, Bardella. Hanouna, Bardella, Depardieu. Ouais. 3 personnes qu'ils détestent, qui voulaient absolument couler. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bardella, il est premier dans les sondages. Je n'ai jamais aussi bien marché de toute l'année. Donc, complément d'enquête, une fois de plus, les Français leur ont répondu. Leur ont dit, vous voyez, vous dites ça, et nous, on pense le contraire. Donc, c'est ça qui est fou. Et c'est ça qui fait plaisir aujourd'hui. Et c'est ça qui doit être votre victoire aussi, Christine. Parce qu'aujourd'hui, les Français vous suivent, les Français vous écoutent, les Français aiment vos émissions, et les Français vous soutiennent. Et je vais vous dire, que vous n'ayez pas un tweet de 2 ou 3 donneurs de leçons qui vous soutiennent, vous voulez que je vous dise, c'est pour moi une excellente nouvelle. Une excellente nouvelle. Avoir des petits mots d'oiseau, c'est quelque chose. Vivre avec la peur, vivre avec des gardes du corps, pour emmener sa fille à l'école, pour dormir le soir, pour sortir, pour faire son travail, pour faire ses courses. Avoir honte d'avoir de gardes du corps quand vous allez au Monoprix acheter votre petite culotte, pardonnez-moi, mais c'est ça la vie avec les gardes du corps. C'est-à-dire vivre avec eux tout le temps. Savoir quand est-ce que vous allez vous réveiller demain. Alors bien sûr, tout le monde a des menaces de mort. Bien sûr, tout le monde a des menaces de mort. Mais on a juste besoin d'un peu d'aide à ce moment-là. Juste besoin d'un peu de relais. Vous avez été lâché de partout, à part par le groupe, bien entendu, et vos amis, notamment... Exactement. Je n'ai pas caché que vous avez été le premier à m'envoyer un SMS, à me proposer d'ailleurs, par votre garde du corps d'ailleurs, de l'aide. Marlène Schiappa a fait partie aussi des personnes qui m'ont appelé immédiatement, mais c'était vraiment les seules personnes, et ma direction, évidemment, qui me dit, Christine, continue, reste zen, on est avec toi. Mais franchement, c'était horrible. Et à chaque pas que tu fais dans le parking pour aller chez toi, pour rentrer dans ta maison, etc., et tu te dis, mais waouh, est-ce qu'il n'y a pas une personne... Quand j'ai été... j'ai fini par porter plainte. Les courriers que j'ai reçus chez moi, les courriers que j'ai reçus à CNews, et quand j'ai fini par porter plainte sous l'incitation d'un avocat qui a dit, attends, là, tu as porté plainte, pas pour toi, mais pour les autres. Parce qu'il faut que ça cesse. La personne a été condamnée, une journaliste de l'AFP était au tribunal, elle ne voulait pas du tout m'interroger, elle ne voulait pas du tout mettre mon nom dans le papier. Et elle ne voulait pas mettre... Et c'est l'avocat qui lui a dit, non, il faut mettre quand même la condamnation. Incroyable. Il faut mettre la condamnation. Et c'est pour dire, voilà, que... Mais c'est intéressant de voir que lorsque je suis arrivée, par exemple, à LCI en 2000, et qu'il se trouve que j'ai été la première noire à être dans une chaîne info, j'en ai rien à cirer, moi, d'être la première noire, d'être dans une chaîne info. Non, mais tu fais ton travail, tu es journaliste, tu passes à une école de journaliste, tu envoies des CV, t'avances, tu sais même pas si t'es noir ou si t'es pas noir. T'avances, tu fais ton travail. Il se trouve que t'es la première noire. Qu'est-ce qui me l'a fait remarquer? Aucun Français, personne, pas mes voisins, mais personne. Des journalistes, les médias. Exactement. Les médias ont commencé à faire des articles. Ah oui, noire, mais vous êtes une journaliste noire. Envoyé spécial a fait un documentaire, mais vous êtes une journaliste noire. 25 minutes, on m'a interrogé pour me dire, oui, mais vous êtes une journaliste, mais une journaliste noire. J'ai dit non, je suis une journaliste. Exactement. Point barre, c'est tout. Et c'est intéressant de voir ce décalage entre les médias et la réalité.